Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle des services publics, on arrive en général assez vite sur des comparaisons public-privé, avec des grands poncifs comme quoi le secteur public devrait davantage s'intéresser au fonctionnement du secteur privé, bien plus efficace, ou au contraire que les personnes publiques seraient beaucoup plus vertueuses dans sa volonté d'allier efficacité avec l'atteinte des objectifs d'intérêt général. Sauf qu'en réalité, eh bien c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, d'une part parce qu'il existe un effet de structure. Les très grosses entreprises privées qui doivent gérer un grand nombre de services avec plusieurs milliers d'agents rencontrent les mêmes biais qu'on impute généralement aux plus grosses collectivités. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de bureaucratie ou de paperasse administrative dans une grosse banque ou une société d'assurance qu'il peut y avoir dans un certain nombre de services publics. Mais surtout, c'est plus compliqué que ça parce qu'un bon nombre de services publics sont déjà portés par des entreprises privées. Et oui, ça fait belle lurette que l'État, les collectivités et leurs établissements publics s'appuient largement sur le privé et leur délèguent, sous certaines conditions, la gestion de services publics entiers. Si vous voulez enfin comprendre les différents modes de gestion des services publics, de la régie à la délégation de services publics, alors cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur la Territo, la chaîne qui vient vous faire prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. Je ne reviens pas ici sur ce qu'est un service public, étant donné que j'ai déjà fait toute une vidéo sur le sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien juste ici. Dans une deuxième vidéo, on a vu que cette notion de service public était assez extensive, et permettait même aux collectivités d'intervenir directement sur la sphère privée, à condition qu'ils respectent les mêmes règles de libre concurrence que des entreprises privées. Et pour ça, on a pu constater que sur certains services publics qu'on qualifie de services publics à caractère industriel et commercial, les fameuses PIC, gestion des transports publics, de l'eau et de l'assainissement, etc., on en est même venu à appliquer du droit privé. Oui oui, du droit privé, alors même que le service peut être géré par une collectivité territoriale. Donc, si vous devez analyser en détail une activité gérée de près ou de loin par une collectivité territoriale, il va falloir que vous commenciez par définir si cette activité est un service public, ce qui est quand même souvent le cas, puis vous allez définir si ce service public a un caractère administratif ou industriel et commercial. Et enfin, vous pouvez vous interroger sur le mode de gestion qui est choisi. En réalité, on va le voir, il n'existe pas un ou deux modes de gestion, mais bien tout un panel de modes de gestion qui vont de la gestion en régie à la délégation de services publics la plus complète, et tout l'objectif de cette vidéo va être de comprendre tous ces modes de gestion et quelles sont les grandes questions que se posent les collectivités territoriales quand elles doivent déterminer le mode de gestion de leurs services publics. Prenons un exemple qui reste fictif pour le moment, mais qui va nous permettre de mieux comprendre la situation et nous accompagner toute cette vidéo. Le maire de la commune de Rac-le-Gorge, qui constate que sa population tousse énormément depuis quelques temps, souhaite développer un service public qui aura pour mission de distribuer de la tisane, miel, citron et thym. Le conseil municipal délibère et acte la création de ce service public de la tisane, grâce à sa clause de compétence générale. Il se tourne alors vers vous, oui oui, vers vous, afin de déterminer la modalité de gestion de ce service la plus adaptée. Bon, en l'occurrence, vous venez d'arriver, donc je peux vous aiguiller un peu, mais il va falloir que vous donniez votre avis en commentaire en fin de vidéo pour pouvoir aiguiller le maire de la commune. Pour structurer un peu la réflexion, je vous propose qu'on sépare la présentation en deux grands blocs. Le service public pouvant être géré soit en interne par la collectivité, soit être délégué, et on reviendra en fin de vidéo sur ce choix cornélien qui représente la gestion du service public de la tisane. On commence donc par les modes de gestion internalisés. La très grande majorité des services publics sont gérés en interne par les collectivités territoriales. Prenez l'organigramme de n'importe quelle collectivité, la plupart des services que vous pourrez y voir sont gérés par des agents publics et suivis dans un budget global qui intègre l'ensemble de ces services. Services des lycées, de l'économie ou du tourisme des régions, services sociaux, des routes ou de la culture des départements, ou encore services de la politique de la ville, de la transition écologique ou de la voirie pour le bloc communal. Parce qu'en droit, on aime bien avoir des termes un peu spécifiques pour chaque situation, au lieu de dire que c'est la collectivité qui gère directement le service public avec ses propres agents et ses propres moyens, on préfère dire que ce service est géré en régie.
Et pour aller un peu plus loin, quand on a un service qui est noyé dans l'organigramme et dans le budget général d'une collectivité, on parle de régie simple. A noter que c'est donc bien le mode de gestion le plus courant et de très loin. C'est un choix simple à mettre en place et qui ne nécessite pas de développer des structures ou des organisations complexes. Dans le cadre de notre service public de la tisanerie, ça veut dire que ce sont les services de la commune qui achètent le matériel pour faire chauffer l'eau, pour l'infuser avec du miel, du citron et du thym, qui prévoient les outils pour les servir à la population, et ce sont bien les agents qui vont s'occuper de le servir auprès de la population. Ça veut dire aussi que vous allez devoir trouver des agents disponibles qui auront sans doute d'autres missions que ce service public de la tisane. Le pendant négatif de ce type d'organisation, c'est justement que le service est un peu noyé dans le reste. Il n'est pas individualisé, et il n'est pas nécessairement facile d'en faire un suivi financier et comptable précis. Le maire ne saura donc pas facilement quelles sont les recettes et les dépenses de ce service, et donc s'il y a bien un équilibre. Remarquez, il est assez facile de pallier cette difficulté, puisqu'il est toujours possible pour une collectivité d'individualiser le suivi financier d'un service public en particulier, ce qui passe en général concrètement par la création d'un budget annexe dans lequel sont fléchés l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses spécifiques à chaque service, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo sur le budget que vous pouvez retrouver juste ici. Dans ce cas-là, et sans trop qu'on s'en rende compte, on vient de passer dans une nouvelle catégorie de régie, puisque le service est toujours géré en propre par la collectivité, avec autonomie financière. Et parce que c'est un peu long à dire, on préfère souvent parler de régie autonome. Mais c'est exactement la même chose. On a donc toujours un service qui est géré en direct par la collectivité, en régie, par ses agents et ses propres moyens. La seule nouveauté, c'est qu'on va autonomiser le suivi budgétaire de ce service. Alors vous allez me dire, mais c'est génial, si ça permet un meilleur suivi financier de chaque service, on devrait le faire pour chacun des services publics, non? Et là, je vous arrête tout de suite. Déjà parce que c'est impossible à faire, la plupart des services publics n'ayant pas de recettes propres. Mais en plus, quand on le fait, on contredit un principe important en finances publiques, qui est le principe d'unicité budgétaire, qui implique notamment une non-affectation des dépenses et des recettes. La création de budgets annexes restant une exception à ce principe. Il me semble en plus que ce n'est même pas nécessairement souhaitable, dans la mesure où tout l'intérêt des collectivités territoriales consiste à croiser des politiques publiques. Il sera par exemple difficile de totalement autonomiser le budget jeunesse ou le budget mobilité active, tellement ils sont interdépendants avec tout un tas d'autres politiques publiques. Cette nuance étant apportée, la régie autonome conserve un intérêt certain pour les élus pour suivre et administrer certains services publics en particulier. Et c'est tellement pratique qu'on peut même trouver ça un peu frustrant. On a un service public qui possède a priori une autonomie de gestion, puisqu'on peut même recréer un budget un peu spécifique, pourtant, il n'est pas vraiment autonome. Il ne peut prendre aucune initiative et reste donc complètement dépendant de l'assemblée délibérante ou de l'exécutif, qui décide de tout au nom de la collectivité. Et bien qu'à cela ne tienne, vous voulez donner une personnalité morale à votre régie, eh bien, on va lui donner une personnalité morale. Il suffit alors que l'assemblée délibérante décide de créer une régie avec personnalité morale, on parle alors de régie personnalisée, arrête les statuts, fixe le montant de la dotation initiale et désigne le directeur ou le président du conseil d'administration qui pourra délibérer sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. L'assemblée délibérante reste souveraine et conserve donc un pouvoir de contrôle et de vie ou de mort sur cette régie personnalisée, mais c'est bien le conseil d'administration qui va gérer son quotidien. L'autre nom que l'on donne aux régies avec personnalité morale, c'est tout simplement l'établissement public. Les établissements publics sont bien des entités avec une autonomie, administré par un conseil d'administration, rattaché à une personne publique, que ce soit une collectivité ou l'État, qui remplit un certain nombre de missions qui lui sont confiées. Pour le dire autrement, l'établissement public est soumis à 3 principes. Le principe d'autonomie, avec une personnalité morale et un budget propre, le rattachement à une administration, et le principe de spécialité selon lequel l'établissement public ne peut agir que sur les thématiques qui lui sont confiées. Vous le voyez donc bien, même lorsqu'une collectivité décide de porter le service public en régie, il existe plusieurs modalités d'organisation plus ou moins adaptées au type d'activité qui va être portée et au niveau de contrôle souhaité. En particulier, je souhaiterais revenir assez rapidement sur les services publics administratifs ou SPA et les services publics à caractère industriel et commercial ou SPIC qu'on a déjà détaillé dans d'autres vidéos. Pour rappel, si la plupart des services publics portés par les collectivités sont des SPA, certains ont un caractère industriel et commercial, ce qui veut dire qu'ils ont vocation à être gérés dans des conditions similaires à une entreprise privée, tant dans leur fonctionnement que dans leur comptabilité notamment. L'enjeu principal consiste alors à démontrer que le SPIC possède un budget à l'équilibre grâce à des recettes propres
qui permettent de compenser les dépenses du service. De manière assez logique, il n'est dès lors pas possible de gérer ce type de service en régie simple. Une régie autonome est un minima nécessaire, voire une régie personnalisée, qui pousse la logique d'autonomie encore un peu plus loin. A noter que quand on confie un service public administratif à un établissement public, on qualifie cet établissement public d'établissement public à caractère administratif, ou EPA. Et quand on lui confie un service public à caractère industriel et commercial, on parle d'établissement public à caractère industriel ou commercial, ou EPIC. Si on parle d'acronyme, les EPA gèrent des SPA et les EPIC gèrent des SPIC. Vous trouverez toujours des exceptions d'établissements publics dits à double visage ou à visage inversé, lorsque des EPA gèrent autre chose que des SPA et des EPIC d'autre chose que des SPIC, mais ça reste des exceptions. Exceptions passionnantes, certes, mais des exceptions quand même. Globalement, je vous renvoie à ma vidéo sur les SPA et les SPIC. Chaque SPA peut potentiellement être géré par un EPA et chaque SPIC par un EPIC. En conséquence directe de tout ce qu'on a déjà vu pour les SPA et les SPIC, les EPA sont régis par des règles de droit public, tandis que les EPIC relèvent en grande majorité du droit privé. Mais je vois dans votre regard que vous ne seriez pas contre quelques exemples d'EPA ou d'EPIC. Eh bien en voici quelques-uns. Côté EPA, vous avez par exemple les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les CCAS ou CIAS, les pompiers, via les services départements d'incendie et de secours, les SDIS, les collèges et les lycées, mais aussi un certain nombre de musées, piscines, caisses des écoles ou campings en tout genre. La jurisprudence est plutôt constante pour qualifier tous ces services publics de services publics à caractère administratif, et donc, quand ils sont gérés par un établissement public, ces établissements sont qualifiés d'établissements publics à caractère administratif. Côté EPIC, vous avez tous les comités de bassin qui ont pour mission de gérer l'eau et l'assainissement, les établissements publics fonciers, certains réseaux de transport, certains établissements de pompes funèbres, certains aéroports locaux ou encore certaines salles de spectacle, comme le Théâtre National de Strasbourg ou la Comédie Française. L'établissement public est donc souvent un bon équilibre qui permet de garder un contrôle renforcé sur un service public tout en octroyant une certaine souplesse de gestion. Mais on peut toujours aller plus loin. Dans un certain nombre de cas, le service nécessite du personnel spécialisé et ou nombreux, et une gestion encore plus autonome du service. Prenez par exemple une intercommunalité qui dispose de la compétence transport public, et qui dispose, disons, d'1 millier d'agents. Si elle souhaite développer un réseau de transport ambitieux en régie, elle va donc devoir recruter des personnes avec des compétences très spécifiques, des chauffeurs de bus, des ingénieurs de réseau, du personnel d'accueil du public, etc., etc. Si pour faire tourner le service en régie, il faut recruter, disons, 300 ou 400 personnes, cela fera littéralement exploser la masse salariale, avec en plus un cadre de gestion pas forcément adapté. Il faudrait donc par exemple recruter du personnel en ressources humaines pour suivre spécifiquement ces métiers très particuliers. C'est donc pour toutes ces raisons que dans ces cas-là, les intercommunalités ont, dans leur grande majorité, tendance à externaliser la gestion de la totalité du service à un opérateur privé. On passe donc à l'analyse des services externalisés. Si la collectivité choisit de ne pas gérer elle-même un service public, c'est qu'elle a décidé de le déléguer à une personne tierce. Et de la même manière que pour les modes de gestion internes, il existe toute une palette d'outils permettant d'externaliser la gestion d'un service public, dont la forme la plus poussée et la plus classique reste la délégation de service public. La DSP, pour délégation de service public, constitue la modalité la plus aboutie de service public délégué, et vaut le coup qu'on s'apesantisse un petit peu dessus. Sur le principe, la collectivité qui souhaite confier un service à un tiers doit définir les contours du service public apporté, et les règles du jeu au sein d'un cahier des charges largement publié. Un certain nombre de candidats vont se faire connaître et apportent une première proposition de service qui répond aux besoins exprimés par la collectivité. Ils répondront à un certain nombre de questions: quels moyens humains pour mettre en œuvre ce service, quelle organisation concrète du service, avec quelles heures d'ouverture, quelles modalités d'échange en physique ou en ligne avec les usagers, quelles garanties le candidat pourra offrir à la collectivité pour qu'elle puisse s'assurer du bon fonctionnement du service, etc., etc. Une fois que tous les candidats ont rendu leur copie, la collectivité va donc rencontrer chacun d'entre eux et commencer une période de négociation plus ou moins importante, pendant laquelle chaque candidat pourrait être amené à modifier son offre afin de répondre au plus proche des attentes de la collectivité. Une fois la période de négociation terminée, chaque candidat présente son offre finale qui fera l'objet d'une notation et finalement d'un choix par la collectivité. Le candidat retenu deviendra donc le délégataire. À noter que ce sont surtout des entreprises privées qui sont candidates pour la gestion de ces services publics, et vous en connaissez peut-être déjà un certain nombre.
Pensez à Vinci ou Eiffage pour la gestion des autoroutes, à Veolia ou Suez pour la gestion des services d'eau ou de valorisation des déchets, ou encore à Keolis ou Transdev pour la gestion des transports publics. Pour autant, comme on a pu le voir dans notre vidéo sur les services publics en lien avec le droit de la concurrence, des personnes publiques peuvent également être candidates à des délégations de services publics, que ce soit des collectivités territoriales, des établissements publics, mais aussi d'autres structures publiques, comme les sociétés d'économie mixte, les SEM, qui sont des entreprises de droit privé dont une partie du capital est détenue par des personnes publiques et dont une autre partie du capital est détenue par des entreprises privées, ou encore des sociétés publiques locales, les SPL, qui sont, elles, détenues à 100% par du capital public. A noter que, comme on l'a déjà vu, c'est une possibilité qui a notamment été entérinée par le droit européen puis français, à condition cependant que les acteurs respectent le droit de la concurrence, c'est-à-dire qu'ils puissent démontrer qu'ils ne profitent pas de leur statut de personne publique ou d'entreprise publique pour proposer des tarifs trop faibles ou des conditions trop favorables. L'idée est qu'elles doivent être au même niveau que les entreprises privées, en proposant un certain nombre de services financés à l'équilibre par les recettes issues du service lui-même. Autant vous dire que si, en théorie, c'est parfaitement clair et logique, dans les faits, ce n'est pas toujours si simple de vérifier, et ça peut globalement être source de tensions assez importantes entre secteur public et privé. Une fois que la procédure est faite, c'est fait, la collectivité qui devient le délégant laisse très largement la main au délégataire, qui va réellement, concrètement, assurer le service public au quotidien. La collectivité est donc déchargée de la relation avec l'usager, de la gestion quotidienne du service, du recrutement du personnel, etc., etc. Le délégataire a donc les mains libres et gagne une certaine autonomie puisqu'il assume l'ensemble des dépenses, mais perçoit en contrepartie les recettes de l'usager pour se rémunérer. Juridiquement, ça va assez loin dans la mesure où c'est le délégataire qui va assumer le risque d'exploitation en cas de difficulté et non la collectivité. Globalement, c'est plutôt tout bénef pour la collectivité qui perd cependant une bonne partie des marges de manœuvre sur le service qui relèvent de sa compétence. Et ce, même s'il existe toujours un cadre assez précis de contrôle du délégataire par la collectivité. Dernier petit point important, si les DSP font tous l'objet d'un cadre commun, chaque DSP comporte ses spécificités, puisque chaque convention de DSP va refléter les réponses spécifiques apportées par le candidat retenu aux besoins spécifiques exprimés par la collectivité. Prenons par exemple le cas d'une commune qui voudrait déléguer la gestion de son camping. Si je schématise, pour qu'il y ait camping, il faut d'abord un investissement initial pour construire les infrastructures, aménager le terrain, le lieu d'accueil et tout et tout. Une fois le camping créé, on aura d'un côté l'exploitation du service en lui-même, qui engendre un certain nombre de coûts, c'est-à-dire qu'il faut mettre quelqu'un à l'accueil, gérer le placement des usagers, payer les factures d'eau, d'électricité, etc. Et de l'autre côté, il y a les recettes, qui proviennent des usagers qui payent l'accès au camping. Et bien, sur ce même camping, on peut très bien imaginer plusieurs cas de figure. Par exemple, on peut imaginer que la commune ne souhaite pas faire les investissements initiaux, et va donc demander au délégataire de construire le camping et de l'exploiter sur une durée suffisamment longue pour qu'il puisse retomber dans ses frais. Mais on peut aussi imaginer que la collectivité veut porter l'investissement, ou que l'investissement a déjà été fait, auquel cas on se contente de fournir l'ensemble du site et du matériel au délégataire qui va juste en assurer l'exploitation. Enfin, autre cas de figure un peu plus alambiqué, mais qui peut quand même avoir son intérêt, la commune fournit le camping au délégataire, décide de percevoir elle-même les recettes et rémunère le délégataire en fonction des résultats obtenus. Notez que dans tous les cas, ça reste assez transparent pour l'usager qui voit simplement qu'il est accueilli dans un site de qualité et qu'il en a pour son argent. Enfin, on espère. Si je vous donne ces trois exemples, c'est parce que vous verrez parfois apparaître ces grandes sous-catégories de DSP, qui sont parfois respectivement appelées concessions, qui portent désormais assez mal son nom puisque la concession est aussi devenue un autre type de contrat public à part entière, bref, affermage, et régie intéressée, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, n'est pas vraiment une régie au sens où on a pu le voir plus tôt. Pas sûr qu'il soit absolument essentiel de retenir ces sous-fonctionnements, l'essentiel étant de comprendre que chaque DSP reste particulière, et que les collectivités ont pas mal de marge de manœuvre, si tant est qu'elles arrivent à bien définir leurs besoins. Pour notre service public de la tisane, la DSP reviendrait à écrire en quoi consiste ce service, à laisser un certain nombre d'entreprises se positionner, puis à en retenir une après négociation. Comme on l'a vu, c'est le délégataire qui assume l'exploitation, fixe les prix et assume le risque. Globalement, ça veut dire qu'elle pourra mettre en œuvre tous les moyens qu'elle souhaite pour développer le service. Ça peut aller jusqu'à changer du matériel si on a la gestion, louer une salle pour la vente des tisanes ou encore recruter ou licencier les salariés nécessaires au fonctionnement du service. C'est aussi elle qui peut faire varier les prix au besoin, ce qui a une certaine logique,
puisque c'est elle qui en assume le risque. Concrètement, et pour le dire un peu brutalement, dire qu'elle en assume le risque, ça veut dire que si elle n'arrive pas à vendre suffisamment pour dégager des recettes suffisantes pour couvrir ses coûts, eh bien, c'est son problème. Alors bien sûr, la réalité peut être un peu plus nuancée dans la mesure où l'objectif pour la collectivité reste quand même de rendre un service public d'intérêt général. Néanmoins, l'intervention financière de la collectivité pour permettre un retour à l'équilibre reste extrêmement limitée et encadrée. D'autant plus s'il s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial. Deuxième possibilité d'externalisation, une collectivité peut passer un marché public de services. On retombe ici dans le cadre très classique des marchés publics, avec un cahier des charges, une réponse écrite des candidats et une sélection du candidat retenu. On retrouve aussi les avantages et les inconvénients des marchés publics. Globalement, le principal intérêt pour la collectivité réside dans sa capacité à maîtriser le service sans le porter directement. C'est bien la collectivité qui a défini les règles d'organisation du service et la fixation des prix pour l'usager. Elle a un contrôle et une visibilité totale sur les coûts du marché, puisqu'elle rémunère le titulaire du marché dans le cadre direct du marché, selon des modalités définies à l'avance, et non en fonction des résultats. Côté inconvénient, en comparaison de la TSP, les marchés de services classiques n'intègrent pas a priori de procédure de négociation, et ils font supporter la totalité du risque sur la collectivité. Enfin, les règles des marchés publics demandent un renouvellement régulier des marchés, disons tous les 5-6 ans, contrairement aux DSP qui peuvent être sur des périodes beaucoup plus longues. Pour reprendre notre service public de la tisanerie, ça veut dire que la commune fait un marché qui ressemblerait à ça. La commune de Rac-le-Gorge souhaite développer un service public de la tisanerie. Ce service public sera ouvert tous les matins de la semaine de 6h à 8h42 pour servir 200 personnes par jour environ. Le candidat retenu occupera les locaux rue de la Poste et aura à sa disposition l'ensemble du matériel nécessaire à la tenue du service. Chaque candidat devra présenter le nombre d'agents qui seront mis à disposition dans le cadre de service, ainsi que le nom, les qualifications et l'expérience de chacun de ces agents en matière de tisane. Chaque candidat indiquera le coût forfaitaire nécessaire au bon fonctionnement du service sur un an. On a donc, comme vous le voyez, une distinction assez nette entre la DSP et le marché public. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi simple. Et il est arrivé au juge administratif de considérer qu'un marché public était en fait une concession. Par exemple, un marché d'installation d'abribus qui prévoyait que le titulaire du marché pouvait percevoir les recettes de publicité, mais qu'il devait assumer seul le manque à gagner de ces recettes, revient à faire supporter le risque d'exploitation sur l'opérateur. Eh bien le juge administratif a dit « Zou, les critères du marché s'avirent », en réalité, c'est une DSP. A l'inverse, un opérateur d'une DSP chargé de la restauration scolaire, qui n'est rémunéré qu'au forfaitaire selon un nombre supposé de repas par an, ne supporte finalement aucun risque d'exploitation. Le juge a donc considéré que zou, on n'était pas dans une DSP, mais dans un marché public. Donc attention, c'est pas toujours si simple. Mais bon, assez rigolé, on va passer à une dernière possibilité d'externalisation, ou plutôt de semi-externalisation, qui peut avoir tendance à faire grincer les dents un certain nombre d'opérateurs privés. J'ai nommé la quasi-régie. On parle aussi parfois d'exception in-house. On l'a déjà largement évoqué, les collectivités peuvent gérer directement leurs services publics en régie, ou bien faire le choix de l'externaliser. Au niveau des services internalisés, on considère maintenant depuis un certain temps, dans le cadre de régie personnalisée, que les établissements publics qui ont leur propre personnalité morale distincte dépendent tellement de leur collectivité de tutelle qu'on va considérer que finalement, c'est comme si c'était géré en interne. Et comme c'est géré en interne, il n'est pas nécessaire de faire de mise en concurrence. Il suffit simplement de faire une délibération pour confier le service public à l'établissement public dédié. C'est exactement comme ça que fonctionnent la plupart des syndicats intercommunaux qui ont la charge de gérer l'eau, l'énergie ou encore la collecte des déchets pour le compte d'une ou plusieurs collectivités. Eh bien, l'Union européenne a reconnu ce principe, mais en précisant bien que dès lors que le capital d'une structure est possédé par au moins une entreprise privée, alors on ne peut plus considérer que c'est une société gérée par la collectivité dans le cadre d'un contrôle analogue au contrôle qu'elle peut faire sur ses propres services. Vous me direz, c'est assez logique, mais en creux, on peut en déduire que toute société qui possède 100% de capital public pourrait porter un service public dans les mêmes conditions que les services de la collectivité. La gestion se fait comme si elle était à domicile, in-house. On parle alors aussi de quasi-régie. En France, cela s'est concrétisé par les lois de 2006 et 2010 qui ont permis la création des sociétés publiques locales, les SPL, qui peuvent in fine porter des missions
dans le champ concurrentiel, sans nécessairement qu'il y ait de mise en concurrence. A noter toutefois que la jurisprudence européenne est venue préciser les conditions du in-house avec un double critère. D'une part, il faut qu'il y ait effectivement un contrôle analogue au contrôle que la collectivité pourrait faire vis-à-vis de ses propres services. Donc a priori, une situation où une collectivité détiendrait 1/1000 du capital de la SPL risquerait d'être problématique. D'autre part, il faut que l'essentiel de l'activité de la SPL soit dédié à la satisfaction du besoin auquel cherche à répondre le service public d'un de ses actionnaires. Pour le dire simplement, la SPL ne peut agir que pour le compte d'un de ses actionnaires et sur une thématique clairement définie et qui constitue l'essentiel de son activité. Une SPL qui serait dédiée à l'installation et à la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques ne pourra donc pas gérer un service de traitement de l'eau par exemple. On est donc bien pile à la limite entre une gestion en régie par la collectivité ou un de ses établissements publics et la gestion déléguée par exemple à un acteur privé ou une société d'économie mixte qui nécessite de suivre des procédures très encadrées de mise en concurrence. A noter qu'autant les SEM, les sociétés d'économie mixte, ne gênent pas trop les entreprises, dans la mesure où les collectivités ont l'obligation de mener une procédure de mise en concurrence avant de confier la gestion d'un de leurs services à l'une d'entre elles, autant la SPL est un peu plus polémique. Concrètement, ça peut vouloir dire que si vous prenez une SEM, que vous lui enlevez les quelques acteurs privés qui sont à son capital, qui sont souvent des acteurs très institutionnels, comme des banques ou des assurances, eh bien, vous avez la possibilité légale de leur confier directement la gestion d'un service public ou de leur octroyer directement un marché public sans mise en concurrence. Je le rappelle, c'est parfaitement légal et pour le moment, ça reste conforme au droit européen. Cette fois-ci, on en a fini avec les modes de gestion des services publics. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est qu'il existe un grand nombre de modes de gestion qui s'organisent sur un grand continuum qui va de la régie directe à la délégation complète du service public. Pour une collectivité, le défi consiste à bien cadrer son besoin et à trouver le mode de gestion qui permette le mieux de répondre à ses besoins, et donc, en fait, à ceux de l'usager, par un équilibre entre délégation du service à une entité spécialisée et besoin de contrôle plus ou moins important du service rendu. Côté entreprise, s'il est évident que les collectivités ont toute liberté pour définir librement leur mode de gestion qui le convient le mieux, le point d'attention majeur reste qu'elles doivent respecter les règles de libre concurrence, en particulier lors de procédures de DSP ou de marché public, pour lesquelles elles sont désormais en concurrence directe avec des entités publiques. Normalement, vous avez toutes les billes pour pouvoir accompagner le maire de Racle-Gorge dans le choix de son mode de gestion. Et je serais très curieux d'avoir vos conclusions en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un peu mieux les différents modes de gestion de nos services publics. Sujet qui est un peu plus technique que d'habitude, mais qui est définitivement un défi majeur de pilotage des politiques publiques. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à commenter et surtout à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.